Bien, bonjour tout le monde. Ben, ils vont se taire, il n'y a pas de souci. Ils se tairont, thank you. Bien, bonjour tout le monde. Alors, nous en étions au niveau de la deuxième... What? Alors, au niveau de la deuxième partie du cours relative à la circulation de l'eau à l'échelle de la plante, nous avions d'abord montré comment se fait l'absorption, donc à partir des poils absorbants. Et puis, nous avons passé en revue les trois voies de passage de l'eau, apoplastique, symplastique, transcellulaire. Et puis, nous avons parlé du mécanisme d'absorption qui obéissait pour l'essentiel à l'osmose, en tout cas depuis les poils absorbants jusqu'au niveau de l'endoderme. Et à ce niveau-là, on a noté une inversion de gradient, mais aussi une imperméabilité de la bande de Caspari, qui empêchait le transit de l'eau au niveau apoplastique. Et c'est donc à ce niveau-là où on observait une excrétion active de l'eau vers le xylème. Dans la deuxième partie, nous avons mis l'accent, nous avions commencé à mettre l'accent sur le mécanisme d'ascension de l'eau, comment est-ce que l'eau va être capable de monter sur des dizaines de mètres. Et nous avons identifié les trois forces qui étaient à l'origine de la montée de l'eau. Je parlais de la capillarité, de la poussée radiculaire et de la transpiration. Alors pour la capillarité, vous avez vu qu'elle était dépendante de trois forces: les forces d'adhésion, les forces d'absorption, les forces de cohésion et la pesanteur. Mais la limite de la capillarité résidait dans le fait que même au niveau des tissus les plus fins, les trachéides de faible diamètre, la montée par capillarité ne pouvait pas excéder 1,5 m. D'accord? Et donc, on a vu les limites. Après, on a trouvé la poussée radiculaire. On observait, lorsque l'eau arrivait au niveau des vaisseaux, c'était sous forte pression. Cette pression, on pouvait la mesurer. Donc, il suffisait de couper une plante et de compléter la section avec un manomètre de mercure, ce qui permettait d'observer, disons, une pression positive. Et cette pression positive correspond, disons, à la poussée radiculaire qui est dépendante du métabolisme cellulaire, en ce sens que lorsque vous inhibez la respiration, ou bien lorsque vous traitez les racines avec un inhibiteur de la respiration, comme le KCN ou le cyanure du potassium par exemple, ben vous allez annuler la poussée radiculaire. Donc elle est dépendante du métabolisme, donc c'est un phénomène actif qui était lié à un transport actif des ions, on a dit, vers le xylème,
Et c'est ce transport actif des ions vers les xylèmes qui va permettre, disons, à l'eau de venir sous une forte pression ici au niveau xylémien. La poussée radiculaire avait également ses limites, grâce à deux observations. La première, elle était inhérente au fait que toutes les plantes n'avaient pas de poussée radiculaire. On a vu que les conifères, les pins, les sapins étaient dépourvus de poussée radiculaire. Et deuxième chose, même chez les plantes qui avaient la poussée radiculaire, cette poussée n'existe pas lorsque la plante se trouve être en phase de transpiration active. Quand la plante transpire, on ne va plus mesurer de poussée radiculaire. D'accord? Alors je crois que c'est là où on s'est arrêté et que cette poussée radiculaire, au maximum, ne peut pas excéder 2 mètres. C'est ça? Aha. Maintenant, comment est-ce que cette poussée radiculaire, disons, peut se traduire à l'échelle de la plante? Surtout lorsque, disons, le sol est gorgé d'eau et que l'atmosphère est également chargée en vapeur d'eau. Quand vous avez un taux d'humidité important au niveau du sol et que l'humidité relative atmosphérique elle est également importante, ça veut dire que vous allez avoir un potentiel hydrique au niveau de l'atmosphère, mais qui est très élevé. Ce qui fait que le problème, c'est la montée de l'eau. D'accord. Ça, on l'a observé lorsque nous parlions du continuum sol, plante, atmosphère, qui était, disons, lié aux différences, aux gradients de potentiel hydrique depuis le sol jusqu'au niveau de l'atmosphère. Donc, lorsque cette atmosphère est chargée en eau et que le sol est humide, la poussée radiculaire, on peut la visualiser chez certaines espèces. Ça, vous l'avez observé, j'en suis sûr. Au petit matin, on peut observer à la surface de certaines feuilles, certaines plantes, des gouttelettes d'eau qui perlent. Maintenant, on peut penser que cette eau provient de la condensation de la vapeur d'eau au niveau atmosphérique. Mais lorsqu'on fait l'analyse chimique de cette eau qu'on trouve à la surface de la feuille, on compare par rapport à l'eau du sol, par rapport à la composition de l'eau qu'on va prélever au niveau du xylème, vous avez la même composition. Ça veut dire que cette eau-là ne provient pas de l'atmosphère, mais provient du sol. Parce que cette eau sort à travers des lacunes. Alors ça, vous l'observez, vous pouvez le dire ici, vous pouvez le voir là. Voilà. Donc, cette sortie d'eau, vous voyez ces fines gouttelettes d'eau qui perlent à la surface des feuilles, par un phénomène qu'on appelle la guttation, permet de visualiser, de montrer, disons, la poussée radiculaire. Donc, je dis, la composition de cette eau va être la même que l'eau que vous prélevez au niveau des vaisseaux du xylème. Vous dites que cette eau provient du sol. Et où passe, le problème, c'est où est-ce que cette eau va passer? Alors, à la surface de la feuille, on note l'existence, disons, de lacunes. Et ces lacunes, on les appelle des hydatodes. Hydatodes, bon, je vais mettre ici pour qu'on puisse voir. Les hydatodes, c'est des lacunes aérifères qu'on trouve à la surface, disons, de la feuille. Et donc, qui fait que c'est à travers ces vides, ces lacunes, que l'eau va sortir. Et c'est ça qui fait que cette eau perle. Maintenant, cela est dû quoi? À la poussée radiculaire. Donc, ça permet, parce que quand vous avez l'atmosphère qui est saturée en vapeur d'eau, et donc un potentiel hydrique élevé, il se pose un problème de circulation de l'eau au niveau de la plante. Et donc la poussée radiculaire va aider, disons, à ce niveau-là. Donc si cette poussée radiculaire existe chez certaines plantes, mais justement elle peut être extrêmement importante. D'accord? C'est la raison pour laquelle sur le plan agronomique, et c'est pas déformé, pas toujours l'exemple sur le plan agronomique, ben, si vous labourez le sol, vous allez aérer les racines. Vous allez favoriser la poussée radiculaire et donc la circulation de l'eau à l'échelle du végétal. Ok? Donc voilà.
Vous voyez dans le document. Bien. On va terminer cette partie donc avec, disons, la transpiration. La transpiration. Alors, je crois que cette fois-ci, avec vous, je vais aller très vite. Hein, si je compare avec l'autre cohorte, vous êtes très en retard. Eux, ils ont terminé ce chapitre-là. Ils ont déjà fini. Hein? Parce qu'il y a peu d'étudiants, c'est aéré, et puis voilà, on achète. Alors, pourquoi je n'ai pas tiré de conclusion, moi? Bien. Alors, la transpiration. Donc, la transpiration, après, je vais compléter. Alors, s'il vous plaît, vous masquez-moi l'écran. C'est pas suffisant. Alors, comme ça, je peux utiliser le partie du tableau. Parfait. Alors, donc, comment on a découvert, disons, l'intervention de la transpiration dans, disons, l'ascension de l'eau? Je vous ai dit, s'il y avait un problème qui restait, disons, non résolu sur le plan physiologique pendant très longtemps, il a fallu attendre au début du XXe siècle seulement pour qu'on puisse comprendre, disons, le mécanisme qui gouverne la circulation de l'eau à l'échelle de la plante. Effectivement, il a fallu attendre 1917. D'accord? Pour poser, disons, les bases de la compréhension du mécanisme de circulation de l'eau au niveau végétal à partir de l'intervention de la transpiration. Parce qu'en 1917, un monsieur qui s'appelle Dickson, qui s'appelait, mais il pourrait être en vie, mais il est décédé. 1917, il y en a qui sont nés bien avant et qui sont vivants. Ok, alors, donc, en 1917, Dickson fit une observation extrêmement importante. On l'appelle l'expérience de Dickson. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Dickson? Alors, il met en place un dispositif très simple. Ok? Donc, constitué. Là, vous avez un entonnoir et puis ici, un récipient. Alors, ce récipient contient, disons, du mercure. Donc là, on va mettre du mercure. Donc là, Hg, c'est du mercure. Après le mercure, il complète son dispositif avec de l'eau en verre, H2O, et puis qu'il va faire surmonter ici l'eau avec du plâtre. Donc ça, c'est du plâtre. Vous savez, le plâtre, il est poreux. Hein, quand vous avez une fracture, on met du plâtre. Parce qu'il faut que vos pores puissent exuder, voilà, puissent respirer, disons. Donc, le plâtre, il est poreux. En dessous du plâtre, vous avez l'eau. Et en dessous de l'eau, il met le mercure. Il a été ingénieux, disons Dickson. Alors, il observe, avec un tel dispositif expérimental, il observe que là, il va y avoir une perte d'eau. L'eau va passer à travers les pores du plâtre, mais par évaporation. Et à chaque fois qu'il observe que de l'eau est perdue par évaporation, il nota une remontée du niveau de mercure. La nature a horreur du vide. Quand vous avez une dent là que vous enlevez, les autres vont avoir tendance à combler le vide. Vous voyez ça? Donc si vous ne comblez pas le vide, vous allez avoir votre dentition complètement déformée. Parce que les dents vont combler le vide. Voilà. Donc si vous avez votre carie dentaire, il faut agir. Bien, what? Super, tant pis. Alors, donc,
Donc, il observe que lorsqu'il y a évaporation, cela crée un appel du niveau de mercure. Et à partir de ce dispositif, il l'adapta, disons, avec la plante. Hein. Il va adapter la plante à ce dispositif-là. Donc, il va mettre la plante là. Okay. Même dispositif, là. Je schématise. Avec du mercure, là. Donc, Hg. Ensuite, de l'eau. Alors, il observe qu'à chaque fois que la plante va perdre de l'eau par transpiration, il observe de la même manière une remontée du niveau de mercure. Donc, dès que la plante transpire, le niveau de mercure. Donc, à partir de cette observation, Dickson tira la conclusion suivante. La transpiration est donc le moteur de l'ascension de la sève, de l'ascension de l'eau. De l'eau ou de la sève, c'est pareil. C'est la transpiration qui est le moteur de l'ascension, l'expérience de Dickson. D'accord? Donc la transpiration, c'est le moteur de l'ascension de la sève. Donc, expérience très simple. Bien. Alors, comment est-ce que maintenant on va, disons, lier cela au niveau du continuum sol-plante-atmosphère? Souvenez-vous, quand vous avez votre plante, alors, l'expérience de Dickson, je vais là. C'est fini, Dickson. Ça, c'est autre chose. Alors, donc là, je mets ma plante. Et donc vous avez le sol, vous avez les racines, vous avez la tige, les feuilles, vous avez l'atmosphère. Donc j'ai mon continuum sol, plante, atmosphère. D'accord. Alors, Dickson dit ceci. Alors, lorsqu'il y a une demande évaporative au niveau de l'atmosphère, les feuilles vont perdre de l'eau par transpiration. Et quand les feuilles perdent de l'eau, donc les feuilles ont leur potentiel hydrique, l'atmosphère a son potentiel hydrique, la tige aussi, les racines, le sol. Alors, lorsque, vous suivez très bien, lorsque les feuilles perdent de l'eau par transpiration, que fait le potentiel, comment va évoluer le potentiel hydrique foliaire? Va augmenter ou diminuer? Diminuer. Donc, quand les feuilles perdent de l'eau par transpiration, leur potentiel hydrique va baisser par rapport à la tige, parce que c'est une continuité, c'est un continuum. Donc, les feuilles perdent de l'eau, leur potentiel hydrique baisse par rapport à la tige, et on a appris que l'eau circulait dans le sens des potentiels hydriques décroissants. Alors, l'eau quitte la tige pour aller vers la feuille. Et le raisonnement. Bien. Donc, la tige a perdu de l'eau au profit de la feuille. Son potentiel hydrique va baisser par rapport à la racine. L'eau quitte la racine pour aller vers la tige. La racine a perdu de l'eau, le raisonnement, son potentiel baisse par rapport au sol. L'eau quitte le sol pour aller vers la racine. Donc, vous avez un filet continu d'eau depuis le sol jusqu'au niveau de l'atmosphère. Et qu'est-ce qui a mis ça en marche? Et alors, il dit, la transpiration, c'est le moteur de l'ascension de la sève. D'accord? Bien, donc, c'est important. C'est-à-dire que l'existence d'une colonne continue d'eau depuis l'extrémité, depuis le sol, jusqu'au niveau des feuilles, est possible grâce à l'existence de ce gradient de potentiel hydrique.
vous rappelez le continuum sur le plan de l'atmosphère. C'est le même raisonnement. Disons. Et donc, vous avez, disons, cette baisse de potentiel hydrique de proche en proche qui va être à l'origine de l'existence de cette colonne continue d'eau. Et donc là, il faut aussi mettre en exergue les propriétés de la molécule d'eau. Parce que lorsqu'il y a transpiration, quand une molécule part, elle va tirer sur les autres. Ça, c'est la cohésion. Et ensuite, vous avez l'adhésion. L'eau adhère aux parois au niveau des vaisseaux. Ce qui fait que dès qu'il y a une molécule qui sort, comprenez? D'accord. Donc, mais ça, je vais vous représenter ça dans le schématique. Je vais effacer là. Je vais effacer ici. Bon, c'est ça. Vous n'avez pas compris ça. Je reprendrai ça l'année prochaine. Bien. Alors, d'accord. Donc, quand vous regardez, alors, vous avez ici le sol avec son potentiel hydrique, les racines, la tige, les feuilles, et puis l'atmosphère. D'accord? Vous avez ici votre gradient de potentiel hydrique. Alors, lorsque nous sommes au niveau des feuilles, lorsqu'il y a perte d'eau ici par transpiration, baisse potentiel hydrique, d'accord? L'eau quitte la tige pour aller là-bas, du fait de la cohésion et de l'adhésion. Même chose, quand vous regardez la molécule d'eau, vous avez l'adhésion, l'eau adhère au niveau des parois, et la cohésion du fait des liaisons hydrogènes, différentes molécules d'eau. Donc, vous avez l'existence de cette colonne continue d'eau. D'accord? Et cette colonne continue d'eau, ben, vous l'observez, mais de façon, c'est-à-dire quand vous ouvrez la tige, et vous regardez à l'intérieur, mais voilà ce que vous voyez. Donc, les molécules d'eau, ben, ce filet continu de molécules d'eau, depuis le sol, ben, jusqu'au niveau des feuilles. Il y a des plantes qui font 100 mètres. Et vous trouvez ça. C'est possible grâce à ces phénomènes d'adhésion et de cohésion. Donc, ayant comme moteur la transpiration. D'accord? Bien. Maintenant, il y a un problème. Je le dis avec l'autre cohorte. Si vous dites à l'étudiant, la transpiration, point, à l'examen, la transpiration, point, il est content. Il va réciter tout ce qu'il sait sur la transpiration. Mais malheureusement, ça ne se passe jamais comme ça en physiologie. Peut-être la question peut être pourquoi la transpiration est le moteur de l'ascension de la sève. Et l'étudiant va dire ceci, la transpiration est le moteur de l'ascension de la sève parce que. Moi, dès que je vois une phrase comme ça, je peux mettre la note. Je vous jure. Parce que dès que vous dites, vous donnez la réponse et vous justifiez a posteriori, disons à 95-96% des étudiants, la phrase là, si vous continuez, mais c'est complètement alambiqué. Après le parce que là, ou bien mais parce qu'il fait 2, 3 lignes, 4 lignes, il se rappelle que, attends, la phrase elle est trop longue, je mets un point. Alors, il met le point, il commence une autre phrase, quand vous regardez, mais les deux phrases sont complètement déconnectées. Je vais vous donner une petite astuce. Parce que quand on est scientifique, il faut savoir écrire, il faut savoir rédiger. Et la rédaction, disons, c'est une compétence, mais scientifique. En science, il est toujours plus élégant de justifier d'abord et de donner la réponse par la suite,
que de donner la réponse et de chercher la justification a posteriori. Vous avez toujours, quand vous le faites, c'est toujours des problèmes de syntaxe. On voit ici. C'est complètement confus. Par contre, quand je fais mon raisonnement, je dis donc, la transpiration est. C'est-à-dire que tous les éléments justificatifs sont venus après. Et puis, en réponse, je dis donc, je vois là, cette relation de cause à effet. Et c'est très clair. Et c'est limpide. Mais dès que vous dites parce que, il y a un problème. Donc, il faut avoir cette habitude-là quand vous rédigez. Vous ne donnerez jamais de la transpiration point. Donc, attention à cela. Ça, c'est une petite parenthèse. Je voulais souligner. Alors, maintenant, on voit la relation entre la transpiration et l'absorption. Mais là, cette relation, elle est traduite de façon très simple. Donc là, vous avez la courbe de variation, les courbes de variation de l'absorption et de l'absorption d'eau et de la transpiration sur 24 heures. Chez une plante, ici, le tournesol. Donc ça, c'est un document de Gilles Bourbonnais qui illustre parfaitement cela. Vous voyez ici, quand vous regardez les deux courbes, dès que vous donnez les courbes, surtout analyser, là également il y a un problème. Ils ne vont pas être en deuxième année et à l'université. Il y aura des problèmes pour analyser des courbes. Donc, quand j'analyse, je cherche la relation entre la grandeur mesurable et la variable. C'est ça l'analyse. Quel lien? Ici, disons, le courbe, je cherche le lien entre la grandeur mesurable et la variable. La variable, c'est que vous êtes en abscisse. La grandeur mesurable, c'est que vous êtes en ordonnée. Y. Quelle relation entre les deux? Alors, donc, quand vous regardez les deux courbes, ce qui frappe ici, c'est que les deux courbes ont la même allure. Ça veut dire que les deux, l'absorption et la transpiration, varient de la même façon. Certainement, il doit y avoir un lien entre les deux. Donc, vous voyez, ça augmente, donc les deux augmentent jusqu'aux environs de 14, 15, et puis après, voilà. Mais regardez, qu'est-ce qui vient avant l'autre? Oui, donc, c'est d'abord la transpiration. C'est-à-dire, la courbe d'absorption ne fait que suivre. Donc, l'absorption suit là. Vous liez par rapport à Dixon, la transpiration, c'est le moteur de l'ascension de la selle. Donc, quand je présente une courbe comme ça, je dis quelle conclusion on peut en tirer. Si vous ne tirez pas la conclusion comme quoi c'est la transpiration qui est le moteur de l'ascension, vous n'avez fait que raconter votre vie. Alors, maintenant, comment est-ce que cette transpiration va varier? Alors, on regarde la relation, toujours sur 24 heures, entre, disons, la transpiration et la variation de potentiel hydrique. Vous voyez ici, lorsque le potentiel atmosphérique baisse, que fait la transpiration? Ça veut dire que cette transpiration, elle est dépendante de la variation de potentiel hydrique au niveau de l'atmosphère. Quand le potentiel hydrique est bas, ça veut dire que l'atmosphère n'est pas chargée en eau, vous avez une demande évaporative et l'eau est perdue par transpiration. En revanche, lorsque le potentiel, disons le soir, le potentiel hydrique baisse, vous voyez ici, la transpiration va baisser et va tendre même à s'annuler. Donc, cette transpiration, elle est dépendante du potentiel hydrique. Donc, pour dire l'importance de la transpiration. Voilà, d'habitude je dis, est-ce que vous avez des questions? Mais non, je continue. Hein? Après, si je termine peut-être 10 minutes avant, peut-être on pourra poser les questions pour y revenir. Donc voilà pour le mécanisme de l'ascension de l'eau. Ça va? Bien. Alors, puisqu'on a vu que cette transpiration, elle est extrêmement importante, elle détermine, disons, l'ascension de l'eau, et c'est le moteur de l'ascension de la serre, on va faire
un grand focus sur la transpiration. Un grand focus sur la transpiration. Alors, parce que quand on dit transpiration, c'est perte d'eau, émission d'eau par la plante. L'essentiel de l'eau qui est perdue par la plante l'est à travers la transpiration. Qui se fait à quel niveau? Au niveau des feuilles. Mais attention, vous avez une transpiration qui peut se faire au niveau de la cuticule, par des transpirations cuticulaires. Mais cette transpiration cuticulaire ne représente à peu près que 10% de l'eau qui est perdue par la plante. 90% l'est à travers la transpiration. C'est la raison pour laquelle on va mettre l'accent essentiellement sur la transpiration au niveau foliaire. Cette transpiration, on connaît son intérêt. Permet l'ascension de l'eau, l'ascension de la sève. Mais regardez, n'eût été la transpiration. Vous-même, quand vous trouvez, quand il fait très chaud, vous êtes à l'ombre de nappe, mais vous sentez la fraîcheur. Vous sentez l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans un environnement où il fait excessivement chaud, mais vous sentez, vous, c'est tout quand vous êtes au niveau d'un arbre. C'est la raison pour laquelle je disais à vos camarades hier, quand on travaille avec les plantes, on est béni. Ah oui, c'est une bénédiction que de travailler avec les plantes. Si vous travaillez avec les plantes, vous êtes équilibré, vous êtes joyeux, vous êtes gai, vous êtes, entre guillemets, comme vous dites, free. Voilà, vous vous sentez léger. C'est une bénédiction. Vous ne me croyez pas? Donc, même si vous voulez travailler, tout le monde ne peut pas être béni, hein, c'est clair. Alors, souvent, je taquine mes collègues mathématiciens et physiciens. Si vous participez à une réunion au département de mathématiques, à une réunion au département de maths, c'est très bien. Il dit la réunion c'est à 10h. Les gens viennent peut-être à 10h. On démarre la réunion. C'est très bien. On commence, on introduit, les gens discutent. La réunion continue. Et vous allez voir que les gens vont sortir les uns après les autres. Voilà, peut-être vers la fin, il ne sera que 2 ou 3. Puisque chez eux, la limite tend toujours vers... Voilà, c'est jamais précis. Et ça, je dis, ça c'est la vérité. C'est pas... C'est quelque chose qu'on vit. Vous allez au département de physique. Ah oui, vous avez autant d'enseignants que de clans. Chacun a... C'est des charges négatives, là, ils se repoussent. Je vous jure, c'est la vérité. Vous allez au département de biologie végétale. Vous vous rendez compte que tous les enseignants, ils sont ensemble. Ils vont aller ensemble manger, ils vont ensemble. Mais toujours en groupe. Faites attention et vous allez voir. C'est-à-dire que la spécialité déteint sur votre comportement, sur votre personnalité. Vous voyez, le médecin, il est toujours sérieux. Le médecin, quand il dit la réunion, c'est à 10h, à 10h, il est là. Le médecin, il vous donne un rendez-vous. Les rendez-vous, il faut les respecter. Vous dites non. Alors, donc, quand vous regardez l'université, vous regardez toutes les facultés, la fac de la mieux organisée, c'est la fac de médecine. On commence à temps, on termine à temps. Mais pourtant, c'est les mêmes individus, hein, c'est les mêmes nationalités qui sont là-bas et qui sont dans les autres facultés. Qu'est-ce qui fait ça, la différence? C'est différent. C'est où? D'accord? Donc, c'est ça, la personnalité déteint sur ça. Donc, ceux qui seront bénis, ils viendront chez nous. Alors,
Donc, puisque cette transpiration vous permet de sentir, comme ça ils vont être éveillés un peu, la fraîcheur, donc elle est importante en ce sens qu'elle permet à l'eau de circuler. Mais souvenez-vous, je disais, quand je l'ai dit, la transpiration chez la plante, comme disait l'autre, c'est un mal nécessaire. C'est un mal parce que la plante perd de l'eau, c'est une perte d'eau. Mais elle est nécessaire pourquoi? L'ascension de la sève. C'est un bon sujet d'examen alors. Pourquoi la transpiration? Pourquoi on peut considérer la transpiration comme étant un mal nécessaire? Ça, vous allez philosopher un peu. Bon, mais sur le plan biologique. Bien. Alors, donc la transpiration, c'est le phénomène le plus important. Cette transpiration, elle est nécessaire pour la montée de la sève, mais aussi la transpiration, elle est inévitable. Waouh! Dès que la plante a des feuilles, c'est fini. Elle ne peut plus s'empêcher de perdre de l'eau par transpiration. Souvenez-vous, au début de l'agronomie, je vous disais, quand l'agronome s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il amenait l'eau, la plante prenait cette eau et l'amenait dans l'atmosphère, ils ont voulu complètement inhiber la transpiration. On dit phényl acétique mercurique. Mais quand vous le faites, je vous l'ai dit, la plante qui ne transpire pas, elle survit, mais ne se développe pas. C'est-à-dire que la transpiration est une condition nécessaire au développement de la plante. Okay? Alors, mais ça également, on l'a vu dans la partie introductive, il faut préserver les équilibres. Pourquoi? Ben parce que lorsque la transpiration l'emporte sur l'absorption, vous allez avoir un état de déficit hydrique qui va se traduire par fanaison, flétrissement. Donc la transpiration ne doit jamais dépasser l'absorption, sinon risqué. Alors, toutes les plantes, il y a quelques rares exceptions, mais de façon générale, les plantes sont toujours confrontées à un dilemme. Alors pourquoi ce dilemme? Parce que si la plante ferme les stomates, c'est-à-dire elle va conserver son eau, pas perdre d'eau. Mais il y a un mais. Le mais, c'est que le CO2 passe aussi à travers les stomates. La plante ferme les stomates, elle va conserver son eau, mais n'aura pas de CO2 pour la photosynthèse. En revanche, si elle ouvre les stomates, c'est vrai, elle va perdre de l'eau, c'est négatif, mais elle va lui permettre d'avoir du CO2 pour la photosynthèse. Autrement dit, les plantes doivent toujours choisir entre la faim et la soif. Il y a un choix à faire. Je veux me rassasier, oui, mais je vais perdre de l'eau par transpiration. Parce que c'est le carbone qui est l'alimentation, la nourriture. La soif, c'est cette perte d'eau. Quand j'ouvre l'estomac, je perds de l'eau, mais j'ai du CO2 pour la photosynthèse. Quand je les ferme, vous avez l'inverse. Donc, il faut que la plante choisisse entre la faim et la soif. Maintenant, on verra quelle va être, disons, quelle implication cela va avoir, surtout, disons, avec les mécanismes d'adaptation, surtout par rapport à l'aridité. Parce que normalement, une plante qui est capable de vivre dans un milieu sec, ça veut dire que la plante a résolu cette équation-là. Comment? Qu'est-ce qui permet à ces plantes, justement, de résoudre cette équation afin de vivre dans des milieux, disons, arides. Bien, donc pour poser un peu le problème, disons, de la transpiration. Mais cette transpiration, la première des choses à voir, c'est comment est-ce qu'on peut la mettre en évidence? Comment on peut mettre en évidence la transpiration? Alors là, je vais aller très vite, hein, je ne vais pas... Hein, ça ne permet pas de développer. Je le cite comme ça. Hein. Donc, vous allez d'abord la peser. On peut peser la plante par intervalle de temps. En quoi faisant? C'est-à-dire, si vous prenez une plante
en pot, c'est pas la peine de prendre ça. Vous l'aurez pas à l'examen, c'est clair. Alors, si jamais vous l'avez à l'examen, vous m'attaquez en justice, je dis, mais c'était écrit où? Écrit où? Pas écrit. Hein, il y en a qui enregistrent, mais c'est tant pis pour eux. C'est moi qui vais les poursuivre pour... Voilà, ils ne vont pas demander mon avis avant de m'enregistrer. Parce que ça c'est grave aussi. Si vous enregistrez l'individu, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Hein? Peut-être que M. Mbaye, pendant son cours, à la place de le, il a dit là. Vous coupez cette partie, vous mettez sur YouTube. Vous dites, mais regardez, ça c'est nos profs à l'UQAM. Vous comprenez un peu? Donc, alors, mais c'est vrai qu'on ne peut pas y échapper. C'est pas possible. Puisque même dans les bureaux, vous êtes enregistré à pour raison qu'on en fait. Donc vous ne pouvez pas échapper à cela. Donc il faut peut-être, comme je dis souvent aux collègues, il faut qu'on accepte l'enseignement, disons, sur des vidéoconférences. Parce que le cours que je fais, on peut bien le faire tout le cours, mais dans une vidéo et dans un site. Comme ça, tous les étudiants ont accès au temps voulu. Ok? Vous pouvez reculer, faire tout ce que vous voulez avec. Alors donc, je vais prendre une plante en pot. Maintenant, je vais faire de sorte à empêcher la perte d'eau par évaporation à partir du pot, à partir du sol. Je vais mettre ici du plastique, par exemple, mais pour hermétique, quoi. Mais pour éviter que l'eau ne s'évapore. Et donc, je vais peser la plante. Chaque 10 minutes, 15 minutes, je pèse. Et donc, si j'ai une diminution de poids, c'est que la plante a perdu de l'eau. Et cette perte d'eau, elle est liée à la transpiration. C'est vraiment simple. Ça, c'est une méthode, mais disons quantitative, qu'on peut utiliser. Et ces méthodes-là, sur le plan agronomique, elles ont été adaptées par Kramer. Ne prenez pas ça, je raconte ma vie. Par Kramer, dans les années 1983. Donc c'est récent, 83. Hein, en termes de recherche scientifique. C'est récent. Hein, vous êtes vers la fin du XXe siècle. Alors Kramer, en 1983, a utilisé, en partant de là, des appareils qui enterrent au niveau du sol, qu'on appelle, si vous voyez ça, c'est des lysimètres, et qui permettent de mesurer l'eau apportée et voir l'eau qui est perdue par la plante par transpiration. Mais le problème avec les lysimètres, si vous avez une parcelle de 10 hectares, comment vous pouvez enterrer, ensuite déterrer, c'est des appareils très lourds, hein, sur le plan agronomique. Mais bon, si vous voyez ça dans la littérature, sachez que c'est Kramer, etc. Alors, après la pesée, on peut également faire l'étude à partir des échanges gazeux. Échanges gazeux. Donc, là aussi, c'est vraiment simple. Je prends mon dispositif, je prends ma plante, ici, ça, je prends ma plante, en pot, etc. Et puis, là, j'utilise une sorte d'enceinte qui est fermée. Qu'est-ce que je fais? Je fais entrer ici un courant d'air sec. Je fais entrer de l'air sec dans l'enceinte. L'air sec aura pour quel effet? Baisser très bien. Faire baisser le potentiel hydrique. C'est-à-dire, si je mets de l'air sec ici, le potentiel hydrique va baisser pour que la plante puisse transpirer. Et quand la plante transpire, donc c'est cette eau, disons, si j'ai un analyseur infrarouge à l'intérieur, parce que la vapeur d'eau fixe les ions infrarouges, et maintenant par peser également, je peux évaluer les quantités d'eau perdues et mettre en évidence la transpiration. Ça, c'est une méthode, ou bien la vapeur d'eau qui est dégagée peut être fixée par une substance hygroscopique, comme le PDO5, je dis comme ça, hein, ou le CaCl2, qui sont des substances qui sont anides, qui peuvent fixer de l'eau.
Donc, quand j'ai la substance, quand j'ai du P2O5, je pèse, je connais la quantité, que je vais mettre ça ici. Quand la vapeur d'eau va se dégager, le P2O5 va fixer. Et quand je pèse ce P2O5, je peux savoir quelle quantité de vapeur d'eau elle a fait. Donc, ça également, c'est une méthode, mais c'est une méthode aussi quantitative. D'accord? Maintenant, à côté de ces méthodes quantitatives, pesée, échange gazeux, vous avez des méthodes qualitatives. Et ces méthodes qualitatives permettent surtout de localiser au niveau de la feuille où se déroule la transpiration. Quand vous avez une feuille, vous avez la face supérieure de la feuille et la face inférieure. Selon vous, la transpiration se fait où? Face supérieure ou inférieure? Supérieure. Parce que c'est au-dessus. Maintenant, si vous utilisez, disons, le chlorure de cobalt, le chlorure de cobalt, le chlorure de cobalt. Le chlorure de cobalt, il est bleu. Il est bleu. Et en présence de vapeur d'eau, le chlorure de cobalt va virer au rose. Elle va passer de bleu à rose quand elle fixe de la vapeur d'eau. D'accord? Donc, lorsque je mets le chlorure de cobalt sur la face inférieure de la feuille ou sur la face supérieure, c'est pour localiser où se fait la transpiration. Si je le mets sur la face supérieure, je vois qu'il y a très peu de rose. Quand je le mets sur la face inférieure, ben, tout mon chlorure de cobalt change de couleur et devient rose. Donc ça veut dire quoi? Que la transpiration se fait plus au niveau de la face inférieure. En réalité, les stomates, l'essentiel des stomates sont localisés au niveau de la face inférieure des feuilles. Ça, je l'ai dit. Les stomates sont localisés. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de stomates sur la face supérieure. Ah, vous pouvez avoir, mais de façon générale, les stomates, la nature les a mis au niveau de la face inférieure. Et la nature ne fait rien par hasard. On verra tout à l'heure pourquoi. Pourquoi la nature a fait que les stomates ne sont pas sur la face supérieure, mais plus sur la face inférieure. Donc, voilà une méthode non pas quantitative, mais qualitative qui permet de localiser surtout, disons, la transpiration. Voilà, après la mise en évidence, on va maintenant aborder une partie extrêmement importante. Je vais vous parler des facteurs de variation de la transpiration. Facteurs de variation. Quels sont les facteurs de variation de la transpiration? Quels sont les facteurs de variation de la transpiration? Alors, la transpiration, elle est à la fois dépendante de facteurs qui sont liés à la plante elle-même, qu'on appelle des facteurs internes, et des facteurs qui sont plus d'ordre environnemental, qu'on appelle des facteurs externes. Donc, on va passer en revue tout l'essentiel des facteurs internes et externes qui influencent la transpiration chez les plantes. Ok, vous pouvez mettre en petit 1 si vous voulez, je redescends quoi. En fait, les facteurs internes. I have to clean it. Alors, quels sont les facteurs Quels sont les facteurs internes? Comment est-ce que ces facteurs internes, disons, influencent la transpiration? Alors, premier facteur interne, c'est la surface de l'appareil aérien ou surface des feuilles. Alors, qu'est-ce qu'on a dit
dès qu'il y a des feuilles, la transpiration, elle est inévitable. Maintenant, lorsque la plante, elle vit dans une zone aride, dans une zone sèche, mais lorsqu'il y a déficit hydrique au niveau du sol, il n'y a pas assez d'eau au niveau du sol. Si la plante conserve ses feuilles, non seulement elle va épuiser l'eau au niveau du sol, mais elle va épuiser toute son eau. Elle va crever. Et puisque ce qui est caractéristique chez toutes les espèces, c'est que toutes les espèces se battent pour la survie. Toutes les espèces. Et surtout la plante qui vit fixée. L'animal peut se déplacer, aller trouver des points d'eau. La plante, elle est entièrement dépendante du milieu dans lequel elle vit. Donc, lorsqu'il y a, disons, stress hydrique, que fait la plante? La plante va perdre ses feuilles. Donc, diminution surface aérienne, par exemple, vous avez la chute des feuilles. Donc, quand il y a chute des feuilles, cela provoque quoi? Une diminution considérable de la transpiration. D'accord? Alors, chez les plantes qui sont adaptées à l'aridité, qu'on appelle les xérophytes, les xérophytes, j'écris mal, c'est R, les xérophytes, c'est des plantes adaptées à la sécheresse, adaptées à l'aridité. Alors, quand vous observez une plante xérophyte, vous remarquez que à la place même, puisque quand la plante a des feuilles, elle va transpirer, la plante xérophyte va remplacer les feuilles par des épines. À la place des feuilles, vous voyez des épines. Alors, s'il y en a dans le groupe des gens qui vivent dans des zones extrêmement arides, ils se rendent compte que dans ces zones, c'est plus la prédominance de plantes épineuses. La prédominance de plantes épineuses dans les zones arides. Ou bien vous avez les feuilles qui ne sont pas larges, qui sont très petites et coriaces. Mais tout ça, c'est pour éviter une déperdition trop importante d'eau, parce que le milieu, disons, est assez, disons, défavorable. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand vous vivez dans un pays comme ça, non, c'est pas parce qu'on n'a pas du tout, c'est parce qu'on n'a pas assez d'eau, hein. On a de l'eau, on ne maîtrise pas. La problématique, c'est la maîtrise de l'eau, et donc, si on ne maîtrise pas l'eau, encore faudrait-il qu'on soit capable de mieux gérer, justement, l'eau que vous avez, et ne pas laisser l'eau ruisseler vers la mer ou vers les fleuves, alors qu'on en a besoin pour le développement, disons, agricole. Mais puisque maintenant vous avez un ministre de l'agriculture, hein, et qui est un mathématicien, mais, ça veut dire Baldé le collègue Baldé, il va modéliser l'agriculture, modélisation, une mathématique pour pouvoir. C'est une bonne chose. Bien. Alors donc, on note chez les xérophytes la présence d'épines. La présence d'épines. Ou bien les feuilles sont remplacées par des épines. Hein? Ou bien vous avez également des feuilles qui sont réduites, très réduites, de petites feuilles, réduites, coriaces. Bien. Alors, deuxième élément important, c'est la nature et la disposition des tissus périphériques. La nature et la disposition des tissus périphériques. Alors, surtout, ça, l'illustration, on va le trouver surtout chez les plantes qui vivent dans les régions chaudes.
chez les plantes qui vivent dans les régions chaudes, sur le plan anatomique, vous allez vous rendre compte que le tissu foliaire, il est compact. On note la présence d'un tissu foliaire compact. Le tissu foliaire, c'est un tissu palissadique. On appelle tissu palissadique. Donc, chez les plantes qui vivent dans les régions chaudes, donc les plantes xérophytiques, ben, vous avez un tissu foliaire compact, un tissu palissadique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, on a parlé des hydatodes, qui sont des lacunes qu'on trouve à la surface des feuilles. Mais chez les plantes qui vivent dans les zones, disons, désertiques, hein, dans les régions chaudes, quand vous voyez le tissu palissadique, chez les autres plantes, vous pouvez avoir un tissu palissadique qui est comme ça, avec des lacunes. Mais chez la plante qui vit dans les zones arides, vous allez avoir un tissu palissadique qui est complètement compact comme ça. De sorte que l'eau ne va pas partir. Parce que quand vous êtes dans cette situation, l'eau peut quitter la plante et puis aller dans l'atmosphère. Mais quand vous êtes là, c'est très compact. Hein, pour éviter une déperdition trop importante d'eau. Mais également, chez ces plantes, vous devez noter une cuticule, mais qui est épaisse. Hein, la cuticule, si vous voulez, c'est le revêtement externe que vous trouvez à la surface de la feuille. Je reviendrai tout à l'heure, demain, pour montrer un peu donc l'organisation de la feuille. Alors, une cuticule qui est au-dessus et qui est extrêmement épaisse. Alors, donc, chez ces plantes-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les tissus qui sont à la périphérie, les tissus périphériques, parce que ce sont ces tissus-là qui sont en contact avec l'atmosphère. Donc, il faut que ces tissus soient vraiment renforcés pour éviter des pertes d'eau via les feuilles ou via la tige. Donc, chez ces plantes, le tissu périphérique, il est subérifié. La présence de subérine, les tissus périphériques sont subérifiés ou bien lignifiés, présence de lignine. Il y a des tissus périphériques qui sont subérifiés ou lignifiés, présence de lignine. Souvenez-vous quand on parlait de la bande de Caspari, qui est imperméable à l'eau, parce que cette bande de Caspari, elle est subérifiée, et de la subérine, qui lui confère, disons, son imperméabilité. D'accord? Alors, troisième élément, c'est que les facteurs internes, au niveau des facteurs internes, vous avez aussi le nombre et la position des stomates. Nombre et position des stomates. Alors, tissu périphérique, subérifié, lignifié. Bien. Nombre, c'est-à-dire, vous allez avoir une relation entre la densité des stomates et la transpiration. Plus vous aurez des stomates et plus vous aurez de la transpiration. Donc, autrement dit, vous avez ce qu'on appelle une corrélation, mais positive. Hein, on note une corrélation positive entre le nombre de stomates ou densité des stomates et la transpiration. Plus vous avez des stomates et plus vous avez de la transpiration. Alors, ça c'est pour le nom. Maintenant, pour la position des stomates,
le positionnement des stomates peut être au moyen aussi pour réduire la transpiration. Surtout chez les espèces, comme je dis, qui vivent dans les zones arides, dans les régions chaudes. Parce que chez ces espèces-là, vous allez noter des dispositifs, mais spéciaux, qui vont venir pour réduire davantage la transpiration. Ça peut être par exemple ce qu'on appelle des anfractuosités. On peut noter la présence d'anfractuosités. Des anfractuosités qui sont garnies de poils. Je vais m'expliquer, après vous allez comprendre. Vous pouvez la présence d'anfractuosités. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardons ensemble. Je vais mettre ça ici pour que tout le monde puisse voir. Donc, vous pouvez avoir chez une espèce, vous pouvez trouver les stomates comme ça. Donc voilà, ça c'est disons, la membrane, l'extérieur, et vous avez les stomates qui sont là. Chez les espèces qui vivent dans les zones arides, vous pouvez avoir comme ça une anfractuosité. Et on va mettre les stomates là. Vous voyez que les stomates sont plus en profondeur. Ils ne sont pas à la surface. Parce que quand votre stomate est à la surface, il va être plus sensible aux modifications du milieu extérieur. Donc, vous avez cette anfractuosité. Okay? Et des fois même, on va mettre des poils ici. Pour éviter que ces stomates, disons, n'interfèrent avec les conditions du milieu. On verra pourquoi. Parce que les conditions du milieu influencent l'ouverture des stomates. D'accord? Vous pouvez avoir des anfractuosités garnies de poils. Et ça, vous pouvez l'avoir, par exemple, chez une espèce qu'on appelle le laurier rose ou le Nerium oleander. Hein? C'est le laurier rose. Le laurier rose, c'est une plante ornementale. Hein? Quand vous allez au département de biologie végétale, vous voyez un étudiant de master au laboratoire de botanique, où est-ce qu'on peut trouver le laurier rose? Ils vous diront, c'est une plante ornementale très jolie avec des feuilles, des fleurs qui peuvent être rouges ou blanchâtres. Le Nerium oleander. Okay? Alors donc, vous pouvez avoir ces, disons, en termes de positionnement. Okay? Aussi, chez certaines espèces, comme je peux le citer, comme les graminées, quand vous avez la feuille comme ça, vous voyez la feuille qui se replie complètement comme ça. Les stomates sont là, la feuille est repliée comme ça. Alors, par exemple, chez l'Istipa, espèce de graminée, qui met ces stomates-là et puis qui les replie. Pour éviter que ces stomates ne soient influencés, disons, par les conditions du milieu. Alors, enfin, on va terminer cette partie, je veux dire, par la présence de mucilage, hein, qu'on appelle les mucilages. Présence de mucilage. Alors, c'est quoi le mucilage? C'est-à-dire, c'est un peu les points. Vous connaissez l'aloe vera? Voilà. Qui est une plante extrêmement importante, qui est une plante médicinale, cosmétique, etc. Si vous prenez disons l'aloe vera, si vous coupez, vous enlevez les parties externes, à l'intérieur vous avez votre gel. D'accord? Ce gel que vous pouvez utiliser pour faire vos masques, je ne sais pas quoi, etc. Donc, le plan cosmétique, c'est extrêmement utilisé. Et aujourd'hui, à travers le monde, on est en train de s'orienter vers tout ce qui est biologique. Tout ce qui est biologique. Et donc, pour vous, étant jeune et voulant développer une carrière sur le plan professionnel, il est bon d'avoir une bonne vision
pour identifier les niches. Quelles sont les niches en termes d'emploi, en termes d'insertion? Je trouve que c'est véritablement à ce niveau où nos étudiants, en tout cas à l'UCAD, particulièrement à la fac de sciences, mais ils ne sont pas capacités. Parce que la vie, ce n'est pas que les diplômes. Parce qu'un diplôme, ce n'est rien d'autre qu'une présomption de compétence. Vous avez le diplôme, ça ne veut pas dire que vous êtes compétent. Ça veut dire que vous êtes présumé compétent. C'est lorsqu'on vous mettra à l'épreuve des faits, lorsque vous allez interagir avec les autres, qu'on va tirer une conclusion par rapport à votre niveau de compétence. Et ça, c'est extrêmement important à considérer. Et maintenant, il va falloir justement donner à ce jeune une vision claire de ce qu'il peut faire demain. Parce que c'est important. Maintenant, malheureusement, chez nous, le plus important, on dit oui, c'est passer de la première année à la deuxième année, troisième année, et après troisième année, on dit oui, je vais faire quoi? Il y a les masters là, vous déposez au niveau des masters, on prend une minorité, l'écrasante majorité, qui peut faire un master, bon, ils se rabattent au master SVT là. Hein? Non. C'est un master. Oui, c'est un master. D'accord. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une vision très claire. Si mon objectif, c'est de faire un master au département de BA, de BV, de géologie, la géologie également constitue une niche avec le pétrole, c'est dès maintenant que je prépare, je m'informe. Il faut faire partie des meilleurs pour être sélectionné. Donc je me bats chaque année pour ça. Et ça, c'est important de préparer déjà les jeunes par rapport à leur insertion professionnelle. C'est fondamental. Parce que quand vous entendez un étudiant de chez nous parler à la télévision, vous écoutez au niveau des radios, vous comparez par rapport à un étudiant qui provient des instituts supérieurs privés ou même de l'UGB, vous serez enseignant à l'UCAD, vous cachez, vous n'avez pas envie d'entendre. Vous-même, vous avez fait la remarque. L'exemple que j'ai donné la dernière fois, c'est-à-dire, vous regardez lors de la grève des étudiants, quand il y a là, on a tué un étudiant à Saint-Louis, là, c'est tous les jours, on les voyait à la télé, quoi. Tous les jours, ils sortaient à la télé, etc. Je vous jure, moi, chez moi, quand un étudiant de chez nous, de la fac, prenait la parole, je me cachais. Alors, jusqu'au jour, je dis, hein, jusqu'au jour où j'ai entendu une étudiante qui venait de la fac de médecine, qui était déléguée à la fac de médecine. Alors, quand j'ai vu, c'était sur la TFM, alors j'ai appelé toute la famille, j'ai dit, regardez, ça c'est Lucas. D'accord. Donc, ça veut dire que, véritablement, sur le plan de l'orientation, il y a un effort à faire. Donc, si l'institution ne fait pas cet effort, il appartient à l'apprenant, à l'étudiant, de prendre son destin en main. De dire, oui, moi, je... Parce que quand on est jeune, il faut rêver. Parce qu'après, quand je fais 30-20 minutes de cours, je divague, comme ça, je divague. Je change complètement de thème, après pour vous faire revenir. C'est fait exprès. Alors, parce que quand on est jeune, on doit pouvoir rêver. Tous les jeunes doivent rêver. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tous scotchés à notre smartphone, via Facebook ou je sais pas, les réseaux, c'est qu'il y a quelqu'un qui, étant étudiant, a rêvé de pouvoir mettre un link, un réseau au niveau mondial. Il a dit, mais lui, il est fou, quoi. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Parce que si vous ne rêvez pas maintenant, c'est-à-dire que vous ne rêverez jamais. Je vous jure. Parce que les plus grandes révolutions notées à travers le monde, c'est parti des rêves d'étudiants. Donc quand on vous dit, vous étudiants, disons, oui, vous êtes très jeune, vous êtes l'avenir, on est en train de vous berner. Pour vous, l'avenir, is now. C'est maintenant. Lady, c'est tout de suite. L'avenir, c'est pas demain. Mais ça, c'est extrêmement important, disons, à
considérer. Donc, il faut préparer l'étudiant. Je suis jeune, je me projette. Je dis, il y a des défis que je veux relever. C'est quel défi chez moi, dans ma ville, dans ma commune, dans mon village? Quel défi je veux relever? Et ensuite, je dis, pour relever ces défis, quelle est la position, quelle position suprême je dois occuper? Donc, vous regardez par rapport aux positions où vous êtes actuellement et vous dessinez votre carrière, votre chemin de développement professionnel. Vous avez besoin de compétences. De quelles compétences? Alors, l'université ne vous offre que des compétences disciplinaires. On ne vous apprend jamais à communiquer. Comment communiquer? On ne l'apprend pas. Si vous êtes un bon communicateur parce que c'est inné en vous, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, on ne vous l'apprend pas ça ici. Et si vous voulez gravir les échelons, il faut savoir communiquer. Si vous voulez gravir les échelons, il faut avoir des pouvoirs, des capacités de leadership. On ne vous apprend pas le leadership ici. Si vous voulez gravir les échelons, il faut avoir des capacités de réseautage. Il faut avoir du networking. Puisqu'on ne vous l'apprend pas, vous n'avez pas les éléments pour ça. Donc la compétence disciplinaire seule, elle est insuffisante. S'il n'est pas accompagné d'autres types de compétences qui sont aussi déterminantes, disons, dans votre cheminement de carrière. Et ça, c'est important à considérer. C'est fondamental. D'accord? Alors, comme ça, je respire, je reviens à mon cours et à mon aloe vera, à mon muscle. Donc, le gel, c'est comme du mucilage. Vous comprenez? C'est du mucilage. Alors donc, surtout, le mucilage, vous l'observez surtout quand vous prenez les cactacées ou les cactés, tels que le cactus. Vous prenez le cactus, vous avez la raquette. Vous avez cette raquette, elle est gorgée d'eau. La raquette du cactus. C'est ça, non? Elle est gorgée d'eau. Parce qu'au niveau de cette raquette, vous avez des sels qui vont conférer à la plante mais une pression osmotique mais élevée. Donc, vous avez une forte présence de sel chez les cactacées. Vous notez une forte présence de sel au niveau des raquettes, des sels qui vont donner à la plante, conférer à la plante une pression osmotique élevée parce que les cactus vivent dans des zones mais arides. Vous pouvez les trouver même au bord de la mer. Vous pouvez trouver plein de cactus dans des zones complètement difficiles pour les plantes. Mais les cactus vont s'y développer parce que vous avez ces présences de mucilage, c'est des sels qui vont conférer à la plante une pression osmotique élevée pour que l'eau puisse monter, pour que vous ayez ce gradient de potentiel hydrique décroissant, pour que l'eau puisse quitter le sol et aller au niveau de l'atmosphère. Donc, chez ces cactés, vous avez ces fortes concentrations de sels qui vont permettre, disons, l'absorption d'eau. Vous avez la même chose également chez les plantes qui sont adaptées à la salinité, qu'on appelle les halophytes. Les halophytes, allo, avec un H. Les halophytes, c'est les plantes adaptées à la salinité. Et le contraire, c'est glycophytes. Les glycophytes, c'est les plantes adaptées au sol doux. Okay? Donc voilà, rapidement, on passe en revue les facteurs internes. Yeah, good. 3 minutes, fini. Alors, il nous reste à voir maintenant, ici, après les facteurs internes, on va voir un petit 2, les facteurs externes. Alors là maintenant, vous pouvez éteindre. Vous pouvez éteindre éteignez même. Vous ne savez pas éteindre le éteignez, oui. Yeah. Donc on va passer en revue les facteurs Alors, premier facteur externe,
On va voir la lumière. La lumière. Comment est-ce que la lumière agit sur la transpiration? Alors, on va davantage développer la lumière. Vous avez déjà parlé en TP pour ceux qui ont démarré. Maintenant, pour les autres, ils démarrent leur TP lundi. Pour ceux qui n'ont pas encore débuté les TP. Donc, la semaine prochaine, il faut bien regarder le planning. Donc, je pourrais peut-être vous présenter ce planning demain, mais la semaine prochaine, c'est affiché. Voilà. Donc, M. Ndiaye l'a déjà affiché. Donc, il faut bien voir, voilà. Donc, on a conservé le même emploi du temps que le premier semestre, emploi du temps de cryptogamie, de botanique. OK? Bien. Alors, quand on dit la lumière, on l'envisage. Ils peuvent continuer. Vous savez, j'avais un prof, disons, de biologie végétale, le cours que M. Kahn vous fait. Moi, quand j'étais en deuxième année, c'était M. Thiam, feu M. Thiam, qui nous faisait le cours. Et un étudiant, il reste un étudiant. Des fois, on a envie de perturber le cours, on crie. Et à chaque fois qu'on criait qu'il y a du brouhaha, il soufflait quelque chose sur le micro que personne n'entendait. Et c'est ça qui va donner à l'examen. Et quand vous veniez, à l'époque, je ne suis pas si vieux que ça, mais à l'époque, on faisait les oraux, quand vous terminez les écrits, l'examen écrit, vous reprenez l'oral pour chaque matière. À l'époque, c'était comme ça. Et donc, quand vous terminez l'examen écrit, on sort les résultats des étudiants admissibles. Vous êtes admissible. Et si vous êtes admissible, vous allez passer les oraux. Toutes les matières. Toutes les matières. Vous voyez, en deuxième année. Toutes les matières, vous les passez à l'oral. Vous allez dans le bureau du prof, vous avez une question, vous préparez, vous venez. Alors, c'est la raison pour laquelle, nous, quand étudiants, il y avait beaucoup de cas de surmenage. Vous ne pouvez, je vous jure, vous ne pouvez pas promener dans le campus et vous allez trouver des étudiants complètement fous, qui... Oui, il y en avait beaucoup. Mais maintenant, les étudiants, c'est vrai, ils sont plus surmenés et peut-être même sous-menés. Si vous voulez. Très loin de la compétence. Et donc, voilà, donc il faut tirer la leçon. Quand il y a du brouhaha là, bon, je souffle quelque chose ici. Et c'est ça que vous aurez à l'examen. Bien, alors donc pour la lumière, alors quand on dit lumière, il faut l'envisager sous deux angles. Vous avez un aspect quantitatif. Quelle est la quantité de lumière qui arrive au niveau de la plante, mais également un aspect qualitatif. Parce que la lumière, on peut la décomposer en ces différentes radiations constitutives et voir l'effet de chaque type de radiation sur la transpiration. Alors, c'est la raison pour laquelle ici, on va d'abord parler de la périodicité journalière. L'effet de la périodicité journalière. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors donc, simplement, on va regarder. Là, je mets les heures de la journée. Et puis ici, je mets la transpiration comme grandeur mesurable. D'accord? Et puis là, peut-être je mets 9 heures. Et puis là, jusqu'à 20 heures. Alors, j'ai une courbe après comme ça. Et là, entre 12 et 14 heures. D'accord? Alors, quand vous regardez ce graphique, vous vous rendez compte
que, ouais, là, de 9h à 18h, c'est le jour, hein, jusqu'à 20h, 18h, bien 19h, mais c'est même 19h, hein, si on considère que la nuit arrive tôt. C'est vraiment expérimental, hein, pas de souci. 18h, 20h, 21h. Donc là, vous voyez que vous avez de la transpiration entre 9h et 19h, hein, même si c'est variable. D'accord. Et la nuit, là, est-ce que vous avez de la transpiration? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les stomates sont ouverts le jour et fermés la nuit. Donc ici, on voit que les stomates sont ouverts le jour et fermés la nuit. Les stomates sont ouverts le jour et fermés la nuit. Donc vous avez de la transpiration le jour, mais pas la nuit, liée au rythme d'ouverture et de fermeture des stomates. Et vous regardez aussi que vers 12h, 14h, correspondant aux heures les plus chaudes, les plus lumineuses, vous avez quoi? Une diminution. Donc cette diminution, c'est ce qu'on appelle la dépression de midi. La dépression de midi. Qui correspond à quoi? À une fermeture mais partielle des stomates. Aux heures les plus chaudes, les stomates ont tendance à se fermer, mais de façon partielle. La nature me fait bien les choses. Hein. Regardez, il fait très très chaud. Ça veut dire qu'on a une demande évaporative très forte. Quand la plante continue à ouvrir ses stomates, elle va risquer la déshydratation. À ces heures-là, la plante ferme partiellement les stomates pour éviter une perte d'eau trop importante. Conserver l'eau. Et là, on peut en tirer plusieurs choses. Et sur le plan agronomique, à quel moment il faudra arroser les plantes? Le matin. Le matin et le soir. Et où le soir? Et où? Alors donc vous pouvez arroser. Donc, mais pourquoi il est prohibé d'arroser aux heures les plus chaudes? Vous voyez, c'est le problème. Parce qu'aux heures les plus chaudes, si vous apportez l'eau, non seulement vous allez perdre directement de l'eau à partir du sol, c'est l'évaporation, et la transpiration, elle est importante. Donc, on parle d'évapotranspiration, qui va être extrêmement importante. Évaporation à partir du sol, transpiration à partir des plantes. Évapotranspiration, qui est extrêmement importante. Donc, il faut arroser le matin ou le soir. Ou bien, c'est mieux même d'arroser, parce que quand vous arrosez le soir, mais l'eau va rester sur le sol pendant un temps plus long. De 19h jusqu'au... Oui, non? Donc, si vous arrosez le matin, à partir de 9h, 10h, vous avez le soleil. Si vous arrosez le soir, l'eau est conservée sur un temps beaucoup plus long. Donc, la gestion de l'irrigation. Je vous dis quelque chose que j'ai oublié, je ne sais pas. Une connexion nerveuse. Alors, donc, bon, peut-être si je vous rappelle, je pourrais y revenir. Hein. Les stomates sont ouverts le jour et fermés la nuit. Mais ça, c'est quoi? C'est un rythme biologique que les plantes ont mémorisé. Ça, là, ouverture le jour, fermeture la nuit, correspond à un rythme biologique. Ben, votre rythme biologique à vous, vous êtes éveillé le jour et la nuit. Alors, supposons que vous deviez, disons, représenter les étudiants de la deuxième année à une conférence internationale qui se déroule en Asie du Sud-Est, où vous avez un décalage horaire de 12 heures. Donc, vous quittez ici le matin, vous arrivez là-bas le matin, alors que chez vous, il fait nuit. D'accord? Et c'est la conférence. Pendant que tout le monde est éveillé là, mais vous avez envie de dormir, vous n'y pouvez rien. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez un décalage horaire, vous prenez 24-48 heures pour s'adapter à... Parce que votre organisme a mémorisé. C'est un rythme biologique mémorisé. D'accord? Donc,
Ça, c'est le rythme biologique que les plantes ont mémorisé. Et ces rythmes biologiques sont extrêmement importants. Je prends l'exemple. Je parlais des plantes. Vous savez, les plantes, quand on est dans des conditions sèches, la plante perd ses feuilles. C'est ça, pour éviter la transpiration. Mais vous avez des plantes qui font l'inverse. Vous avez une plante qui fait l'inverse. Et tous les paysans comme moi connaissent bien cette plante-là. Qu'est-ce qu'on appelle cette plante qui perd ses feuilles en saison de pluie pour les retrouver en saison sèche? Le cad, l'acacia albida, le Federbia albida. On l'appelle cad. Federbia ou acacia albida. Donc c'est une plante qui perd ses feuilles quand il y a l'eau en saison de pluie et qui les retrouve en saison sèche. Mais que ça, c'est contradictoire. Hein? Parce que tout simplement, cette perte-là, c'est un rythme biologique que la plante a mémorisé. C'est vrai, lorsque j'étais en deuxième année, comme vous, j'ai un professeur le cours que moi je vous fais, c'était un professeur mais extraordinaire. Mais pas imaginer, c'est-à-dire que pour nous, c'était Feu Nicolas Diallo, c'est lui-même que j'ai remplacé au département de BV, mais quelqu'un d'exceptionnel. Pas imaginer quoi, un esprit mais supérieur. Que son âme repose en paix. Quand il nous faisait le cours que moi je suis en train de faire, que demain certainement l'un d'entre vous fera à ma place, mais c'est vrai. Le prof, il est là parce qu'il est né avant vous. C'est tout. C'est tout. Si vous étiez né avant moi, vous serez là et moi ici. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Absolument rien d'autre. Alors, je me rappelle, il y a eu beaucoup de débats quand il parlait de canne. Comment se fait-il que la plante perd ses feuilles en saison des pluies et les retrouve en saison sèche où il n'y a pas d'eau. Et la plante, son intérêt, c'est de perdre ses feuilles. Alors, donc il y avait des théories. On dit oui, c'est parce que, justement, quand on est en saison sèche, on note une remontée de la nappe phréatique. Et puisque la plante a ses racines profondes, extrêmement profondes, c'est ça qui fait que la plante sent cela et voilà, développe ses feuilles en saison sèche. Et cette théorie-là, était battue en brèche par Nicolas, parce que pour lui, et c'est ma théorie à moi aussi, naturellement, ce phénomène-là est lié au rythme biologique. C'est-à-dire pour lui, c'est ça, c'est sa théorie. Là où le Federbia albida est originaire, à l'origine, les conditions climatiques qui ont présidé au développement de la plante sont inversées par rapport aux conditions que nous avons là, actuellement. Ça veut dire que la saison sèche d'avant correspond maintenant à une saison des pluies chez nous. Et puisque la plante, à son origine, perdait ses feuilles en saison sèche, les retrouvait en saison des pluies, quand vous avez l'inversion climatique, ce phénomène-là, la plante l'a mémorisé en l'inscrivant dans ses gènes. C'est devenu génétique. Et pour lui, c'est ça qui explique cela, pas une remontée de la nappe phréatique. Parce que si c'est ça, pourquoi alors les autres plantes ne réagissaient pas de la même façon? D'accord? Donc, le rythme biologique, c'est quelque chose qui est inscrit dans les gènes. Maintenant, ma question est la suivante. Lorsque je prends une plante, je la soumets à un éclairement continu. On dit les estomacs sont ouverts le jour, fermés la nuit. Je prends ma plante, je l'éclaire continuellement. Qu'est-ce qui va se passer? Va ouvrir l'estomac, perdre de l'eau, donc va passer tout son temps à perdre de l'eau et à crever. Ça veut dire vous, humains, vous. Si vous êtes dans un pays où pendant 6 mois, il fait jour, ça veut dire que vous ne dormez pas.
Vous restez toujours éveillé. Et vous ne vous l'appliquez pas à vous et vous l'appliquez à la plante. C'est un être vivant comme vous. D'accord? Lorsque vous soumettez la plante à un éclairement continu, pendant un certain temps, la plante va maintenir son rythme d'ouverture et de fermeture d'estomac. Comprenez? Parce que c'est quelque chose, le rythme biologique, c'est mémorisé. Vous étiez en Asie du Sud-Est, lors de la conférence, ben, vous êtes parti vous endormir. Et peut-être vous regardez la conférence 24-48 heures après, quand vous avez pris le rythme. Donc, ça aussi, il faut le noter. Donc, ce qui est important ici, et ça, il faut que je le souligne aussi, je le souligne aussi, quand je fais le graphique, je ne mets pas de titre. Vous comprenez, non? Vous êtes en deuxième année à l'université, en biologie. Ça veut dire, vous, à l'examen, si vous faites comme ça, vous ne mettez pas de titre, je vous mets 0. Est-ce que c'est clair? Donc, on n'a pas besoin à chaque fois de répéter les normes d'écriture scientifique. Et l'étudiant, rapidement, il respecte. Pourtant, moi, j'ai tout fait, j'ai bien fait. Souvent, je le dis, l'étudiant qui fait hors sujet, il sort de l'examen content. Pour lui, là, il a tout trouvé. Quand on fait hors sujet. Vrai ou faux? Quand on fait hors sujet, on sort, on est confiant. Alors, donc, attention pour dire, donc là, à chaque fois que vous mettez un graphique, mettez un titre. C'est vraiment essentiel. Donc là, c'est la périodicité journalière. J'avais dit tout à l'heure que la lumière agissait de par sa quantité, mais également de par sa qualité. On va voir l'aspect qualitatif. Alors, quand vous prenez la lumière blanche, on l'appelle lumière blanche parce que l'œil humain l'interprète comme étant des couleurs, comme étant des radiations. C'est vrai, à l'origine, la lumière provient du soleil. Ben, ça c'est pas la peine de prendre. Je raconte ma vie et puis après, je reviens à l'essentiel. Donc, n'écrivez pas, ça n'a pas de... Alors, quand le soleil émet le spectre, le soleil va émettre le spectre complet des radiations, depuis les micro-ondes jusqu'aux ondes radio. Et quand vous avez le spectre de toutes les radiations, vous avez une fente, une très faible fente, qui est comprise entre 380 nanomètres et 720-750 nanomètres, qu'on appelle la lumière blanche. Donc, 380, on y reviendra, 720. Donc, toute la vie sur Terre ne dépend que de ça. S'il y a une main invisible qui peut prendre les deux bouts et les mettre ensemble comme ça, ça n'est fini de la vie sur Terre. La vie est dépendante de ça. D'accord? Alors donc, oui, cette lumière blanche-là. Alors maintenant, cette lumière, on peut la décomposer en ces différentes radiations constitutives. Ainsi, si vous partez des longueurs d'onde inférieures vers les longueurs d'onde supérieures, vous rencontrez successivement les radiations violettes, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Le moyen mémotechnique qui vous permet de retenir, vous dites Vib-Vejor. Vib-Vejor. Et c'est fini. Vous avez retenu cette couleur de l'arc-en-ciel. D'accord? Le premier V, c'est le violet, parce que l'ultraviolet est là. Ici, vous avez l'infrarouge. L'UV est là. Et là, vous avez l'infrarouge. D'accord? Donc, le premier V, ce n'est pas le vert, c'est le violet. Comme ça, vous retenez facile. Alors donc, puisque j'ai décomposé la lumière en ces différentes radiations, je peux maintenant étudier l'effet de chaque radiation sur l'ouverture des stomates au niveau de la plante. Je vous avais dit la physiologie. Mais c'est une discipline mais extraordinaire.
qu'on ne peut pas ne pas aimer. Si on est biologiste, si vous n'aimez pas la biologie, changez d'amphi. Alors, donc, quand vous prenez cette lumière, vous la décomposez, vous pouvez voir l'effet de chaque radiation, l'effet de chaque lambda sur la transpiration. D'accord? Et quand vous le faites, vous avez à peu près ceci. D'accord? Donc ici vous avez lambda et là la transpiration, la perte d'eau chez la plante par transpiration. Alors vous vous rendez compte que là, vous avez là, ça correspond aux radiations bleues, les radiations vertes, et ici vous avez les radiations rouges. Rouges. Donc vous vous rendez compte que les radiations bleues, ça c'est le bleu, vous mettez bleu, hein, pas de souci. Bleu, vert, rouge. Alors, vous êtes autour de 450 nanomètres vers le bleu. Alors, vous avez la gamme, ça on l'a vu, certains l'ont vu déjà en TP. Alors, les autres, vous verrez en travaux pratiques. Donc, vous voyez que la lumière bleue et la lumière rouge sont beaucoup plus efficaces sur l'ouverture des stomates. Mais surtout la lumière bleue, la lumière verte n'est pas efficace. Mais surtout les lumières bleues et rouges sont efficaces. Surtout la lumière bleue, elle est très efficace sur l'ouverture des estomacs. Vous voyez maintenant que quand on dit que l'agriculture, c'est une science. Et je dis toujours, c'est ça qui fait que l'Afrique est en retard par rapport au développement agricole. C'est le seul continent, je dis toujours, où vous naissez avec vos compétences en agriculture. Parce que tout le monde peut lever la main et dire, moi je suis agriculteur. Tout le monde. Comme si, mais personne, quand je dis qui est plombier, qui est menuisier, seuls ceux qui ont appris le métier peuvent lever la main. Mais quand je dis qui est agriculteur, tout le monde peut lever la main, dire moi je le suis. C'est comme si les compétences on naissait avec. Mais c'est une véritable science. Parce que si vous voulez que la plante puisse exprimer le maximum de ses potentialités, il faut mettre la plante dans des conditions optimales. C'est la raison pour laquelle vous allez, pour beaucoup de spéculations d'espèces végétales, quand vous allez sur Google, vous voyez les pays producteurs, on vous dit la Hollande. Mais ils n'ont pas le soleil, la Hollande. Vous voyez un peu? Mais il faut la production en serre. C'est-à-dire c'est une production mais contrôlée, dans un environnement contrôlé, où on va donner l'eau à la plante, on va donner à la plante la lumière. Parce que ça, c'est la lumière. La lumière, c'est que ça. C'est pas le soleil. Vous avez ça, vous avez la lumière. Et avec ça, vous pouvez produire. Parce qu'ils ont su dompter, ils ont compris le mécanisme de fonctionnement de la plante. Si vous comprenez comment fonctionne la plante, vous pouvez faire de sorte que la plante puisse produire davantage. Et donc là, vous avez la preuve. Si vous éclairez la plante avec de la lumière bleue, cette plante transpire beaucoup plus que lorsque vous l'éclairez avec de la lumière rouge. Ça veut dire que la lumière mais bleue favorise l'ouverture des stomacs. Alors, mais la question c'est pourquoi? Ou bien comment? Comment est-ce que la lumière bleue va arriver à favoriser l'ouverture des stomacs? Parce que, retenez que l'ouverture des stomacs est surtout liée aux ions K+, au potassium. Et lorsqu'on éclaire la plante avec de la lumière bleue, cette lumière bleue va interagir avec les canaux ioniques K+, qui vont s'ouvrir pour permettre l'entrée des ions K+, au niveau des cellules stomatiques. Et là où va K+, c'est là où l'eau va aller. Et quand l'eau part, les cellules vont être turgescentes et c'est ça qui favorise l'ouverture des stomates et donc la transpiration. Donc la lumière bleue stimule
les récepteurs membranaires liés aux ions K+, donc ce qui va être à l'origine de l'ouverture des stomates et donc de la transpiration. Donc on a vu l'aspect quantitatif, parce que là au cours de la journée, quoi, hein, là il y a plus de lumière, on voit. Maintenant là on voit l'aspect qualitatif. Alors, vous mettez le titre. Hein. Vous pouvez mettre effet de la qualité de la lumière sur l'ouverture des stomates. Effet de la qualité de la lumière, effet de la qualité de la lumière sur l'ouverture des stomates. Vous voulez mettre un titre. Là, vous mettez effet de la périodicité journalière, vous mettez en bas si vous voulez. Bien. Donc voilà pour ce qui concerne, disons, la lumière. Alors après la lumière, on va maintenant voir la température. La température. Comment est-ce que la température, disons, influe sur la transpiration? Alors, vous savez tous que la température influence tous les phénomènes biologiques. Il n'y a pas un seul phénomène biologique qui ne soit pas dépendant, mais de la température. Alors, rapidement, donc, je mets ici température en degrés Celsius, et là, la transpiration. Okay? Alors, vous avez votre croc qui est fait comme ça, et avec un optimum ici, autour de 30 degrés Celsius. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à 30 degrés Celsius, toute augmentation de la température entraîne une ouverture des stomates, une transpiration. Au-delà de 30 degrés Celsius, les stomates vont avoir tendance à se fermer. Donc, jusqu'à 30 degrés Celsius, toute augmentation de la température entraîne l'ouverture des stomates et de la transpiration. Au-delà de 30 degrés Celsius, les stomates vont avoir tendance à se fermer. Donc, quand je fais de l'agriculture en conditions contrôlées, dans une serre, je peux réguler la température et, disons, apporter à la plante exactement la température optimale. La température qui permet à cette plante-là d'exprimer le maximum de ses potentialités. Alors, donc, après la température, l'humidité relative. Alors, il me reste, essayer, maybe, okay, 7 minutes, 5 minutes après. Donc, l'humidité relative. Alors, l'humidité relative, vous savez, l'humidité relative est liée à la température. C'est ça, non? Lorsque la température elle est élevée, prenez la température atmosphérique, quand elle augmente, comment est l'humidité relative? Elle est faible. Elle est faible. Tandis que quand l'atmosphère est saturée en vapeur d'eau, mais vous avez une humidité relative élevée et la température a plus tendance à se baisser. Donc, ça veut dire quoi? Quand on dit effet de l'humidité relative, ben, voilà. Je mets ici humidité relative, transpiration. Quand l'humidité relative augmente, que fait la transpiration pour vous? Ça diminue. C'est-à-dire que c'est absurde, mais totalement absurde d'apprendre les courbes par cœur. Ça n'a pas de sens. Vous êtes très jeune, vous avez intérêt à conserver vos circuits neuronaux pendant longtemps. Il ne faut pas les fatiguer en apprenant ça par cœur, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est une absurdité, mais totale. Donc, lorsque l'humidité relative augmente, ça veut dire que la température est faible.
quand la température diminue, que fait la transpiration? Alors, quand l'humidité relative augmente, la température diminue et la transpiration diminue. La température de l'atmosphère. Maintenant, lorsque vous êtes à des humidités relatives très faibles, cela va correspondre à des températures élevées. Et quand les températures sont très très élevées, mais les stomates vont avoir tendance à se fermer. Et alors, vous allez avoir une diminution. C'est simple que ça. Ça veut dire que cette partie-là, de ma courbe, là, cette partie-là, correspond à des conditions de sécheresse. Et vous savez tous, les plantes, lorsque, disons, lorsque les températures sont élevées, vous avez une demande évaporative, mais forte. Mais les plantes ont tendance à fermer les stomates pour éviter une perte d'eau importante. Donc l'humidité relative, et après vous pouvez analyser. On n'a pas besoin de dire oui, ça n'a pas de sens. Et puis vous analysez votre graphe. Alors je vais terminer par la vitesse du vent. La vitesse du vent. Là c'est fini. J'ai 4 minutes. Alors la vitesse du vent. Alors donc on met ici vitesse du vent et ici on met transpiration. Alors, et vous vous rendez compte que, voilà, la transpiration augmente avec la vitesse du vent. Et c'est la raison pour laquelle, pour protéger les cultures en agriculture, on utilise des brise-vents. Des brise-vents. Des brise-vents. Parce que plus il y a du vent, et plus la plante va transpirer. Si vous êtes dans une zone où il y a énormément de vent, vous faites une production agricole, vos rendements vont être extrêmement faibles. Parce que la plante va passer tout son temps à transpirer. D'accord, donc, comment on met les brise-vents? Vous avez 10 hectares, vous mettez les brise-vents où? Autour de la parcelle. Si vous avez 10 hectares autour de la parcelle, donc vous voyez dans certaines... si vous visitez une agro-industrie, vous allez à Saint-Louis, chez des SSL, Vanous, qui ont des centaines d'hectares, femmes qui font de la tomate. Vous voyez que quand vous visitez les parcelles, vous voyez que par intervalle, ils vont mettre des cultures de maïs. Parce que le maïs est une culture haute. Elle est plus haute que la tomate. Et donc, en les mettant entre, vous mettez des rangées de maïs, en tenant compte de la direction du vent, ça va servir du brise-vent pour que cette transpiration-là ne soit pas trop importante. Parce que quand la transpiration elle est importante, vous avez un niveau de productivité, mais qui est faible. Les plantes ne produisent pas. Donc, on va réduire la transpiration pour justement augmenter le niveau de productivité. Donc, voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. On se retrouve demain. Okay. Cheikh
yow lu tax nga jox ko yow changé loo ma ko jox ko yaa ngi changé ko ba nga ma joxe